Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts que nous consacrons aujourd'hui à la fibrillation atriale. Alors, c'est une maladie qui est dite silencieuse, c'est-à-dire que ces symptômes peuvent passer longtemps inaperçus, mais c'est une maladie à ne pas prendre à la légère puisqu'elle concerne le fonctionnement d'un organe ô combien essentiel, c'est notre cœur. Alors, pour répondre aux questions de nos internautes, nous accueillons la professeure Estelle Gandbach. Bonjour professeure. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes cardiologue à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous allez, durant une vingtaine de minutes, éclairer les interrogations qui s'expriment sur cette maladie. Et pour commencer, je vais relayer une des questions qui revient le plus parmi celles qui nous sont transmises. Et cette question, c'est tout simplement: que se passe-t-il d'anormal dans notre cœur quand on souffre de fibrillation atriale ? Merci pour cette question. Effectivement, c'est assez majeur de comprendre comment survient une fibrillation atriale, pour bien comprendre après comment la traiter de manière optimale et puis pour comprendre toutes les complications qui peuvent survenir. Alors déjà, il faut comprendre que la fibrillation atriale, c'est un dérèglement du fonctionnement électrique du cœur. Normalement, en fait, le fonctionnement électrique du cœur permet une contraction régulière des ventricules. C'est ce qui va générer l'onde de pouls, qui est censée être régulière. Mais dans la fibrillation atriale, ce pouls qui est normalement régulier devient irrégulier à cause d'une activation qui est complètement anarchique au niveau des oreillettes. Il faut vous imaginer que normalement le rythme irrégulier qui est généré par le pacemaker naturel du cœur, qu'on appelle le nœud sinusal, et dans la fibrillation atriale, en fait, ce nœud sinusal n'est plus actif. Il y a juste une activation électrique anarchique qui va entraîner, en fait, c'est des espèces de tourbillons électriques qui surviennent dans les oreillettes, qui vont être transmis aux ventricules, et c'est ça qui va entraîner ce pouls qui va être en général rapide et irrégulier. Alors, qu'est-ce qui provoque justement ces perturbations dans le fonctionnement des oreillettes ? Et alors ça, c'est une très bonne question. Ça fait des années et des années et des années que les chercheurs essayent de comprendre le fonctionnement et les causes de cette fibrillation atriale. Ce qu'on sait, c'est que pour générer cette fibrillation atriale, il y a plusieurs facteurs qui existent. La première chose, c'est qu'il y a une espèce d'étincelle qui va déclencher la fibrillation atriale. Ce sont en général des extrasystoles, c'est-à-dire des battements prématurés qui proviennent de ce qu'on appelle les veines pulmonaires. Ce sont les veines en fait qui vont ramener le sang du poumon vers le cœur. Et on sait que dans la grande majorité des cas, la fibrillation atriale va être déclenchée par ces extrasystoles très spécifiques. Et c'est important de le comprendre parce qu'une partie du traitement va justement jouer sur ces extrasystoles pour essayer de les détruire. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le substrat, c'est-à-dire ce qui va faire le lit en fait de la fibrillation atriale. En fait, c'est de la fibrose qui progressivement va s'installer au niveau des oreillettes. Alors cette fibrose, faut imaginer que c'est des espèces de cicatrices qui vont aller dans cette oreillette. Et le fait qu'il y ait des cicatrices qui se développent, ça va augmenter avec l'âge. On sait que l'âge c'est un facteur extrêmement important et que plus on augmente en âge et plus le risque de développer une fibrillation atriale augmente. Mais il y a aussi d'autres facteurs comme le fait d'avoir de l'hypertension artérielle, d'avoir du diabète, une obésité, le fait d'avoir une pathologie cardiaque associée, comme par exemple la maladie coronaire. Tous ces facteurs vont augmenter le risque de développer de la fibrillation atriale. Et puis il y a un facteur aussi, mais qui concerne plutôt les jeunes, c'est le fait de faire du sport de manière excessive. Ça, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas forcément, mais on sait que... J'ai des questions sur ce point particulier. Oui, voilà. Mais le fait de faire du sport de manière très très intense, c'est ce qui va souvent donner la fibrillation atriale de l'homme de 40 ans, par exemple. Et cette fibrillation atriale, qu'on dit aussi parfois d'ailleurs fibrillation auriculaire, vous me confirmez, c'est bien la même chose ? Atriale, auriculaire. Alors avant, on disait plutôt auriculaire, c'est plutôt old school, mais maintenant on dit plutôt atriale. Voilà. Alors restons sur atriale. Combien de patients, et vous l'évoquiez tout à l'heure, à quel âge cette maladie peut se déclarer, et voilà, à partir de quand et jusqu'à quand ? Alors, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. Faut imaginer, on considère qu'il y a à peu près 800 000 personnes en France qui présentent de la fibrillation atriale, donc c'est absolument majeur. Et on sait qu'avec le vieillissement de la population, le nombre de patients atteints de fibrillation atriale va augmenter. Et bientôt, je pense qu'on en sera à peu près 1 million de personnes atteintes de fibrillation atriale en France. Ça augmente avec l'âge. Et juste pour vous donner un petit peu une petite ordre d'idée, on considère qu'à partir de 55 ans,
Une personne sur 3 va développer de la fibrillation atriale au cours de sa vie. Donc également, ça c'est quand même assez considérable. Donc vraiment, l'âge, c'est vraiment le facteur majeur. On voit que la probabilité de faire de la fibrillation atriale augmente vraiment de manière exponentielle avec l'âge. Alors, il y a une interrogation qui revient beaucoup, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était une maladie silencieuse. C'est finalement quand même quels sont les petits signes, quelles sont les manifestations qui permettent de suspecter une fibrillation atriale. Alors, c'est une maladie effectivement, qui peut être silencieuse, mais qui peut aussi être symptomatique. Alors, le vrai problème, c'est de la détecter quand, justement, elle est silencieuse. Parce que quand elle est symptomatique, les patients vont décrire le plus souvent des palpitations. Alors, ça, c'est vraiment le symptôme qui va revenir le plus souvent. C'est-à-dire une sensation de cœur qui va s'emballer ou qui va battre de manière irrégulière. Mais ce symptôme, il n'est pas toujours présent et on peut avoir tout à fait une fibrillation atriale qui va se développer sans que le patient ne ressente aucun symptôme. Alors il y a des symptômes aussi qui sont assez inhabituels et qui sont un peu plus difficiles je dirais, pour lesquels c'est plus difficile de faire le diagnostic parce que ça peut entraîner de l'essoufflement, parce que ça peut entraîner de l'insuffisance cardiaque, ça peut entraîner de l'asthénie. Donc tous ces, alors faut pas commencer non plus à avoir peur dès qu'on est un peu fatigué, etc. Mais c'est vrai que ça fait partie des symptômes qui peuvent témoigner d'une fibrillation atriale. Alors justement, j'ai une question. Est-ce qu'une fatigue durable peut être un signe de fibrillation atriale ? Alors, une fatigue chez certaines personnes, ça peut se manifester de cette manière-là. Donc, c'est pour ça qu'on considère que chez les personnes de plus de 65 ans, c'est l'âge à partir duquel d'ailleurs il va falloir traiter de manière assez active la fibrillation atriale, il est recommandé de faire ce qu'on appelle des dépistages un peu opportunistes de la fibrillation atriale. Je pense qu'on va y revenir. Absolument. Mais c'est une maladie du coup qui va être importante à dépister, en particulier chez les personnes qui ont des facteurs de risque ou qui sont âgées de plus de 65 ans. Alors des questions aussi sur la différence entre la tachycardie, ce qu'on appelle un peu les palpitations, et la fibrillation atriale. C'est toujours la même chose ou bien ça peut être deux choses totalement différentes ? Eh ben, en fait, la fibrillation atriale est une cause de tachycardie ou de palpitation. Alors, toutes les tachycardies et les palpitations ne sont pas liées à la fibrillation atriale. Il peut y avoir plein d'autres causes, mais ça fait partie d'une des arythmies qui peut effectivement donner de la tachycardie. Donc, c'est plus un symptôme qu'autre chose. Quels sont les examens qui permettent de poser le diagnostic ? Eh bien, c'est très simple. L'examen qui permet de poser le diagnostic, c'est de faire un électrocardiogramme. C'est vraiment l'examen qui va pouvoir permettre d'affirmer le fait le diagnostic de fibrillation atriale. C'est pour ça que quand on suspecte une fibrillation atriale, par exemple sur un pouls irrégulier, c'est important d'aller consulter le médecin, en particulier le médecin généraliste, s'il peut faire un électrocardiogramme ou le cardiologue, pour pouvoir justement affirmer cette fibrillation atriale. Et normalement, on n'est pas censé mettre en route de traitement si on n'a pas pu confirmer cette fibrillation atriale par justement un tracé électrocardiographique. Alors, j'ai un internaute qui me demande, on me dit de prendre régulièrement mon pouls, mais d'abord je fais comment ? Et surtout, à partir de quel rythme je peux considérer qu'il y a quelque chose d'anormal ? Alors, c'est surtout l'irrégularité du pouls qui est quelque chose d'important pour faire le diagnostic. C'est-à-dire que normalement, le pouls, c'est quelque chose qui est quand même régulier. À partir du moment où on voit que le pouls est très irrégulier, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut vraiment faire suspecter une fibrillation atriale. Alors, la prise de pouls, c'est quelque chose qu'on peut apprendre aux patients. Il suffit alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il suffit de prendre son pouls directement en mettant ses deux doigts ici, sur l'artère du poignet qu'on appelle l'artère radiale, et c'est assez simple d'apprendre à prendre son pouls, et on voit que si le pouls devient très irrégulier, ça peut faire suspecter une fibrillation atriale. Et on compte jusqu'à combien ? Enfin, c'est quelques secondes, c'est pour la prise de pouls ? Alors, il faut compter il faut le faire au moins sur 1 ou 2 minutes. C'est 1 seconde, ça suffit pas. Parce que justement, un des diagnostics différentiels de la fibrillation atriale, c'est le fait d'avoir des extrasystoles. Alors, les extrasystoles, c'est juste des battements prématurés qui vont interférer avec le rythme normal. Une fibrillation atriale, en général, c'est quelque chose d'un peu plus soutenu, qui dure plusieurs minutes, voire plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, il faut quand même prendre son pouls sur au moins 1 minute, voire 2 minutes, pour pouvoir vraiment affirmer cette fibrillation atriale. Est-ce que les objets connectés, il y en a beaucoup maintenant qui repèrent le rythme cardiaque, tout ça, est-ce que ça peut aider pour surveiller une éventuelle fibrillation atriale ?
Alors tout à fait, de plus en plus, on utilise ces objets connectés et on le recommande aux patients. En fait, ces objets connectés, ils permettent soit de prendre le pouls avec, par exemple, la petite lumière qu'il y a sur le smartphone qui permet de mesurer le pouls directement à partir du bout du doigt, ou maintenant il y a des appareils connectés comme des montres connectées ou des appareils qui vont se mettre sur le smartphone qui permet carrément de faire un électrocardiogramme. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu plus sensible et spécifique, mais déjà, les appareils qui permettent de prendre le pouls et de mesurer surtout la régularité du pouls permettent quand même de dépister la fibrillation atriale. Alors maintenant, on a quand même des études qui permettent de déterminer la sensibilité et la spécificité de la mesure du pouls par ces appareils. Pour la mesure du pouls et la régularité du pouls, on est quand même sur des sensibilités de plus de 90%, donc c'est quand même très bon. Par contre, la spécificité, c'est-à-dire le risque de penser que c'est une fibrillation atriale alors que ce n'en est pas, c'est plutôt de l'ordre de 70%. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de confirmer le diagnostic avec un électrocardiogramme parce que, en particulier, on peut avoir des irrégularités du pouls qui ne sont pas forcément liées à la fibrillation atriale. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de le confirmer. Cette maladie peut-elle être héréditaire ? Alors, c'est pas vraiment... Dans certains cas, oui. C'est très rare. On a des mutations dans certains gènes qui peuvent donner de la fibrillation atriale que l'on dit héréditaire, mais c'est quand même le cas de figure qui est quand même un cas de figure qui est assez rare parce que ces mutations sont dans des gènes qui sont assez rares. Donc c'est vraiment pas le cas de figure le plus fréquent. Néanmoins, il y a probablement des facteurs génétiques qui peuvent faire que dans des familles, on a plus de risques de faire de la fibrillation atriale. C'est la même chose que, comme par exemple le diabète. On sait que quand il y a des antécédents de diabète dans la famille, on a plus de risques de faire du diabète. C'est la même chose pour la maladie coronaire. Probablement pour la fibrillation atriale, c'est un peu la même chose. Et quand on interroge les patients, c'est pas rare qu'il y ait le papa, la maman, l'oncle, la tante, le frère et la sœur qui ont déjà aussi développé de la fibrillation atriale. Mais c'est pas ce qu'on appelle des maladies génétiques monogéniques. C'est plus en fait lié à des facteurs génétiques polygéniques qui vont faire qu'on a un peu plus de risques effectivement de développer de la fibrillation atriale quand il y en a déjà dans la famille. Beaucoup de questions aussi sur les risques d'une fibrillation atriale qui ne serait pas diagnostiquée ou qui ne serait pas traitée. Quelles sont-elles ? On parle beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux, mais est-ce qu'il y a d'autres risques ? Exactement, tout à fait. Alors, vous l'avez évoqué, l'accident vasculaire cérébral, c'est quand même le risque majeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y a cette irrégularité du rythme dans l'oreillette ne se contracte plus. Il y a des espèces de tourbillons qui se créent à l'intérieur de l'oreillette et tout ça, ça va favoriser le fait qu'il y a des caillots de sang qui peuvent se former à l'intérieur de l'oreillette. Et ces caillots de sang risquent de migrer dans la circulation générale et un des endroits où malheureusement les caillots ont plus tendance à migrer, c'est le cerveau et c'est pour ça que la fibrillation atriale est une cause bien reconnue d'accident vasculaire cérébral qu'on dit ischémique, c'est-à-dire lié au fait qu'il y a un caillot qui va boucher une artère à l'intérieur du cerveau. Donc c'est probablement le risque qui fait le plus peur aux patients et pour lequel on a un traitement qui est le traitement anticoagulant. Et c'est pour ça que c'est important de dépister cette fibrillation atriale pour pouvoir mettre en place chez les patients qui nécessitent ce traitement anticoagulant pour prévenir ce risque justement d'accident vasculaire cérébral. Donc ça c'est le premier risque. Après il n'y a pas que ce risque-là, il y a aussi le risque qu'on appelle d'insuffisance cardiaque parce que le fait d'avoir un cœur qui bat rapidement et de manière irrégulière peut favoriser une diminution de la contraction cardiaque ou une diminution du débit cardiaque qui va favoriser ce risque d'insuffisance cardiaque. Donc c'est vraiment ce deuxième risque qui nous fait peur et qu'on doit absolument traiter. Après, il y a d'autres risques qui sont liés, qui est le risque aussi de diminution de la qualité de vie, parce que les patients, ça on l'oublie souvent, mais les patients qui ont de la fibrillation atriale, c'est quand même assez anxiogène quand on a des palpitations, etc. Et ils décrivent quand même une diminution de leur qualité de vie, et ça c'est important à prendre en compte. Et puis il y a quelques études qui suggèrent que le fait de faire de la fibrillation atriale peut favoriser le fait d'avoir des démences précoces, et c'est aussi pour ça que c'est important de la dépister et de la traiter.
En effet, vous l'avez évoqué tout à l'heure hein, en parlant du sport de haut niveau. J'ai un internaute qui me demande est-ce qu'un effort trop intense peut déclencher une fibrillation atriale ? Alors, quand je parlais du sport, c'est le fait de faire du sport de manière répétée, de manière extrêmement intense. Ça, les personnes qui font 10 à 15 heures de sport par semaine, en particulier, on sait que ça favorise le fait de développer sur le plus long terme de la fibrillation atriale. Parce que ce sport de manière répétée et intensive va dilater l'oreillette, entraîner des remodelages qui vont favoriser la survenue de la fibrillation atriale. Après, chez les patients qui ont un risque de développer de la fibrillation atriale, parfois, certains patients peuvent développer de la fibrillation atriale à l'effort. Ce n'est pas le cas de figure le plus fréquent, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut être amené à leur dire de limiter un peu leur activité sportive ou leur prescrire des médicaments qui vont diminuer justement ce risque de développer de la fibrillation atriale à l'effort. Alors, un autre point que vous aviez évoqué tout à l'heure, et on a évidemment beaucoup de questions là-dessus, quels sont les traitements ? J'ai un internaute qui me dit « Mon médecin m'a prescrit des anticoagulants en me disant que je devais être régulièrement surveillé. » Alors, est-ce que c'est le bon traitement pour la fibrillation atriale ? Et quid effectivement des effets secondaires éventuels de ces anticoagulants ? Alors effectivement, comme on l'évoquait plus tôt, un des risques majeurs de la fibrillation atriale, c'est ce risque de caillot, ce risque d'accident vasculaire cérébral. Et donc le seul traitement à l'heure actuelle qui a montré son efficacité pour diminuer ce risque, c'est bien le traitement anticoagulant. Donc c'est un traitement anticoagulant qu'on dit oral, c'est des médicaments à prendre tous les jours et c'est important donc déjà d'être observant parce qu'on sait que si on ne prend pas le traitement tous les jours, ça augmente le risque de de créer des caillots, ça c'est important. Et il faut suivre ce traitement parce que c'est un traitement dont la posologie peut nécessiter d'être adaptée en fonction, en particulier, de l'état de santé du patient ou de ce qu'on appelle la fonction rénale, c'est-à-dire l'état de fonctionnement des reins. Donc il y a quand même un suivi à faire de ce traitement. Alors il y a deux types de traitements anticoagulants qui existent. Il y a ce qu'on appelle les antivitamines K, qui est un peu le traitement plus ancien et historique un peu qui nécessitait d'avoir une surveillance régulière de l'activité du traitement par ce qu'on appelait le dosage du taux d'INR. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les anticoagulants oraux directs, qui sont des médicaments qui ne nécessitent pas justement de faire ces dosages, mais qui nécessitent quand même d'avoir une surveillance du bilan biologique au moins une fois par an, en particulier pour vérifier le fonctionnement des reins, pour voir s'il y a nécessité d'adapter ou pas le dosage de ce traitement. J'ai d'autres questions qui vont aussi ensemble. Peut-on guérir de la fibrillation atriale et est-ce qu'on doit prendre des traitements à vie ? Je pense que les deux réponses doivent se rejoindre. Alors plus ou moins. Oui et non, parce que disons que le traitement, on a évoqué le traitement anticoagulant, mais il y a aussi le traitement du rythme, c'est-à-dire qu'il y a des traitements préventifs pour éviter que l'arythmie revienne. Alors ces traitements préventifs, c'est soit des traitements, ce qu'on appelle anti-arythmiques, c'est-à-dire c'est des médicaments à prendre tous les jours pour éviter de nouveaux accès de fibrillation atriale. Et puis il y a un traitement qu'on appelle interventionnel, ce qui s'appelle l'ablation. Alors l'ablation, c'est un mauvais mot parce qu'on n'ablate rien, mais en fait on va traiter les zones responsables de l'arythmie, en particulier ces fameuses extrasystoles qui viennent des veines pulmonaires et qui vont déclencher l'arythmie. Et donc on peut proposer cette ablation en alternative du traitement antiarythmique ou si le traitement antiarythmique n'est pas efficace, pour pouvoir justement contrôler au mieux cette fibrillation atriale. Alors l'efficacité de ce traitement, il dépend beaucoup à quel stade de la maladie on arrive. C'est-à-dire que quand on traite des fibrillations atriales qui n'évoluent pas depuis longtemps, qui sont sur cœur dit sain, et où il n'y a pas beaucoup de remodelage à l'intérieur de l'oreillette, on peut espérer guérir, entre guillemets, en tout cas éviter des récidives de l'arythmie avec donc une efficacité de ce type de traitement qui est de l'ordre de plus de 80%, donc on est quand même sur des bonnes efficacités de traitement.
Mais quand on arrive plus tard dans l'arythmie, c'est-à-dire que l'arythmie évolue depuis plusieurs années, que l'oreillette s'est dilatée, que cette fibrillation est devenue ce qu'on appelle persistante, c'est-à-dire que pendant de longs mois, elle s'est installée, là on sait que l'ablation présente une efficacité qui est moindre, de l'ordre de 50%, et que souvent on est obligé de faire plusieurs procédures d'ablation pour pouvoir justement arriver à contrôler cette fibrillation atriale. Donc ça, c'est surtout pour le traitement des symptômes qui sont liés à la fibrillation atriale. Mais par contre, on considère que même quand on fait cette ablation et qu'elle est efficace, malheureusement, probablement que le risque qu'on appelle thromboembolique, c'est-à-dire le risque de faire des caillots, persiste. Et en tout cas, pour le moment, les indications sont de maintenir le traitement anticoagulant au long cours, même quand cette ablation a réussi, parce qu'on sait qu'il y a un risque quand même de récidive de caillots, et en particulier on ne peut pas exclure non plus qu'il y ait des récidives d'arythmie silencieuse. Donc c'est pour ça que malheureusement, même si l'intervention a bien marché, souvent on est obligé quand même de maintenir le traitement anticoagulant au long cours. Alors j'ai un internaute qui me dit que son cardiologue lui a parlé d'éventuels chocs électriques. Est-ce que ça peut être aussi un mode de traitement de la fibrillation auriculaire? Alors, le choc de quoi s'agit-il? Alors tout à fait, le choc électrique. Alors là, quand je vous ai parlé du traitement antiarythmique, c'est-à-dire des médicaments ou de l'ablation, il s'agit plus de traitements préventifs pour éviter des récidives de nouvelles fibrillations. Ce qu'on appelle le choc électrique ou la cardioversion, en fait, vise, quand on est soi-même en arythmie, à remettre le rythme régulier. Donc c'est un traitement en fait qui vise vraiment à réduire cette arythmie pour remettre le rythme régulier. Mais si on ne donne pas de traitement, si on ne donne pas de traitement médicamenteux antiarythmique, ou si on ne fait pas l'ablation, le risque de récidiver est quand même élevé. Et donc le fait de faire ce choc électrique n'empêche pas de donner un traitement préventif par la suite. Ce n'est pas un traitement curatif, malheureusement, de la fibrillation auriculaire. Et ce choc électrique, ça se présente comment? C'est comme un défibrillateur? Alors, ce choc électrique se fait en hospitalisation. On endort très brièvement le patient pendant quelques minutes, parce que quand on fait le choc électrique, c'est un peu douloureux. Et donc, ça consiste à faire une défibrillation. C'est la même chose que ce qu'on voit, par exemple, quand on défibrille les patients dans les films. On va faire une défibrillation externe qui vise justement à remettre le rythme régulier. Donc, c'est une intervention qui est extrêmement sûre. Le risque qu'il y ait des complications est vraiment extrêmement bas, mais ça nécessite quand même de le faire au cours d'une brève hospitalisation, souvent une hospitalisation d'une nuit ou une hospitalisation de jour. Eh bien, écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, professeur, pour la clarté, la précision de vos réponses. Merci à vous tous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir. Et puis, merci pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos réactions sur les pages de nos réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain rendez-vous Questions aux experts.